Est-ce que vous avez envie de partir à l'aventure, de partir en vacances, de découvrir de nouvelles choses? On a toujours envie de ça, quelque part. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Benjamin Demoliens, qui a créé un projet qui s'appelle Expédition Zéro, où il essaye de respecter un triple zéro, c'est-à-dire zéro émission de carbone, zéro déchet, zéro matériel neuf. Mais vous allez voir, ça peut sembler un petit peu, ah, les vacances, c'est pas fait pour ça. En fait, vous allez voir, il fait ça avec beaucoup d'humour. Et donc, c'est un épisode qui est extrêmement agréable à écouter. Il n'est pas du tout dans le jugement de chacun, de chacune. Il essaie juste de repenser la manière dont on part en vacances et d'être une forme d'inspiration pour vous, pour moi, et pour vous dire que peut-être il y a d'autres manières de le faire. Et c'est ça que moi je trouve génial dans son projet. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Salut Greg. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien. Et toi ? Écoute, ça va pas mal du tout. Comment tu aimes raconter ta propre histoire ? Alors, tu parles du support, la forme Ta vie. Comment tu racontes quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas et qui te dit pas présente-toi, parce que cette question je l'aime pas, je la trouve un peu pourrie, mais plutôt c'est quoi ton histoire ? C'est qui Benjamin aujourd'hui et comment on en est arrivé là ? Alors ça dépend un peu des contextes dans lesquels je raconte cette histoire, mais c'est sûr que vu qu'un de mes grands sujets, de mes grandes causes, c'est la protection de l'environnement globalement, et c'est surtout de raconter une autre façon d'habiter cette planète qui soit plus simple et plus sobre. Moi, j'aime bien commencer par une période où j'ai eu deux gros déclics écologiques, quoi. Ouais. En gros, je remonte pas tout le fil de ma vie, Tu peux, mais hein. je pars souvent de ce grand changement qu'il y a eu entre 2000, on va dire 15-16 et 2017. Savoir que jusqu'à 2016, je travaillais dans la Silicon Valley en tant que business developer pour une start-up française qui m'avait envoyé là-bas. Et mon métier, c'était d'aider notamment les grands groupes américains, comme je sais pas, Google, Cisco ou Coca-Cola, à recruter les meilleurs talents du marché, plutôt des développeurs. Donc de les aider à recruter ces gens-là pour être toujours plus performants. Et en fait, j'ai eu une bascule écologique, un déclic sur la pollution plastique à ce moment-là, qui a un peu pas mal chamboulé mes convictions et ma définition du succès et du progrès, et ça m'a entraîné à rentrer en France notamment, à lancer un premier projet dans l'écologie, puis un deuxième. Et donc j'aime bien partir de ce point-là, parce que c'est un vrai point de bascule, pas complètement marqué, genre un jour j'ai pris un électrochoc, mais une période de remise en cause et de changement. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière d'introduire ce que je fais aujourd'hui, et surtout c'est une manière aussi de me raccrocher à des profils souvent à qui j'échange, qui se reconnaissent dans mon ancien moi et qui se posent des questions de qui va être leur futur eux. Et ces moments de bascule sont importants pour créer ces déclics et pour connecter avec ces profils-là. Avant qu'on aille sur ton nouveau toi, tu peux me parler de ton ancien toi justement ? C'était qui Benjamin ? Comment t'es arrivé dans la Silicon Valley ? C'est quoi l'histoire en fait ? C'était assez logique par rapport par rapport à ta famille ? Est-ce que plutôt c'était une revanche sur la vie ? Enfin, comment t'es arrivé dans la Silicon Valley ? Tout le monde fait pas ça par ailleurs, hein, tu vois. Qu'est-ce qui explique ce chemin dans un premier temps ? Ouais, alors je pense qu'effectivement c'est y a pas, ouais, c'est pas tant dû à ma famille. Donc moi j'ai une famille, j'ai grandi en Bretagne dans une famille nombreuse, assez cliché de Cato Aristo quoi, avec j'ai 4 sœurs, voilà, de Moliens, tu vois, ça s'invente pas. Et on est une famille, j'ai 4 sœurs, voilà, on a fait les scouts et tout, et je te fais tous les clichés quoi. Et mais après
après, mes parents, ils avaient tout un côté baroudeur. Souvent, c'est un peu lié aussi quand même les scouts. Et on faisait des grands voyages en van, en rando chaque année et tout. Donc, ils m'ont donné le virus du voyage. Donc ça fait quand même partie un peu de l'étincelle qui a fini par m'amener là-bas parce qu'ils m'ont donné le goût du voyage et de l'aventure très jeune. Et ça m'a pas quitté. J'ai toujours cherché dans les 28, 29 premières années de ma vie à prioriser ça. J'étais obsédé par voyager, explorer le monde. Avec mes parents, c'était plutôt la France et l'Europe, mais très vite avec les études, c'était le monde. Et je pense que en parallèle de ça, j'ai mon imaginaire qui a été façonné, comme beaucoup d'entre nous, par le rêve américain. Tu vois, à grands coups de films, pubs ou télé, de séries télé, on a tous eu un peu, je pense, envie d'aller découvrir Los Angeles, les gros burgers là-bas, les gratte-ciel, les grosses voitures, les Cadillacs, tout ce qui nous a façonné notre imaginaire à travers notre culture et leur culture qu'ils ont bien su exporter. Donc il y a un moment, tout ça s'est recoupé, l'envie de voyager, d'explorer le monde et ce rêve américain. Et voilà, en sortie d'études, donc en 2012, moi, mon objectif de vie, c'était de travailler plus pour gagner plus. C'était ça qui me paraissait être la réussite. En toute modestie, c'est ce que j'aime bien dire, parce que c'est vrai, en toute modestie, je voulais être le futur Mark Zuckerberg, tu vois, tranquille. Ah oui, tranquille. Et ouais, tranquille, quoi. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je travaille dans la tech, parce que c'est un peu l'industrie du moment qui était sexy, qui faisait j'avais l'impression qu'on pouvait assez facilement, sans des investissements colossaux, créer une app ou je sais pas quoi et devenir millionnaire. Enfin, tu vois, c'était ça vraiment mes délires. Bon, bref, j'étais assez opportuniste et de fil en aiguille, ça m'a amené à l'étranger. Puis j'ai fini par décrocher cet emploi dans la Silicon Valley. Mais voilà, c'était un mélange de ces rêves de voyage et d'exploration du monde et de fascination pour la réussite, le self-made man américain et l'American way of life. Qui vient de l'imaginaire collectif, et tout ça m'a amené là-bas, et à force d'efforts et de détermination, je suis pas devenu Zuckerberg, mais j'ai quand même décroché un emploi dans ce que j'appelle un peu la Mecque de la tech, la Silicon Valley, et c'est là aussi, étonnamment, finalement c'était un peu la consécration d'arriver là-bas, parce que pour moi ça me faisait rêver, mais c'est pendant cette consécration que j'ai eu un déclic qui m'a fait faire complètement l'inverse après coup, quoi. Alors c'est quoi la réalité justement de la vie dans la Silicon Valley? Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont sans doute ce même rêve, ou en tout cas qui ont pu l'avoir, ou qui regardent les gens qui travaillent dans la Silicon Valley avec des grands yeux. Pour toi, c'était quoi la réalité de San Francisco, de cette Silicon Valley? Il y a du bon et du moins bon. Par définition. Voilà, par définition. Écoute, franchement, ça a quand même validé pas mal de mes clichés, de mes fantasmes. San Francisco, tu vois, c'est une ville qui est assez magique sur sa localisation, je trouve, géographique, parce que c'est au bord de l'océan Pacifique. Il y a des vagues de surf de classe mondiale en pleine ville. Il y a du vent, il y a des petites montagnes avec le pont, le Golden Gate Bridge, et tout ça dans une ville hyper dynamique économiquement, qui grouille avec plein d'idées. Enfin, c'était une période 2015, 2016, des levées de fonds complètement folles, tout le monde était dans des je sais pas, de Uber, de Airbnb et tout, donc ça bouillonnait. Donc ça, c'était très stimulant parce qu'il y avait des gens un peu partout du monde entier, on venait tous un peu pour ce rêve-là. Et ça, j'ai adoré et j'en ai profité à fond. J'ai fait plein de kite, de surf, j'ai fait plein de meetings de start-up où tout le monde fait des pitchs 1000 fois mieux qu'en France, parce que ils arrivent à te mettre du storytelling, genre ma fille avait un cancer et j'ai trouvé une solution et maintenant je viens de lever 500 millions et ils sont trop forts, quoi. Et après tu te rends compte que derrière il n'y a pas grand chose, que c'est un peu du bullshit et que finalement nous on est plus techniquement meilleurs, mais en tout cas je nourrissais de tous ces fantasmes et ils sont là-bas et tu vis ça là-bas, ça c'est assez cool. Pour autant, il y a pas mal de déceptions. Et moi, une grande déception, ça a été quand même, qui est aussi un cliché et qui est vrai, c'est qu'il y a zéro filet de sécurité sociale et il y a un malaise quand même assez violent, je trouve, parce qu'il y a une disparité terrible entre les gens qui sont pauvres et les gens qui sont riches. Et notamment...
En gros, avec Reagan, je sais plus ce que c'était à quelle époque, mais quelques décennies avant, il y a eu toute une politique d'amener en bus tous les SDF des États-Unis vers la Californie parce que c'est un climat plus doux et tempéré. Bon. Et San Francisco, c'est discutable. Ouais, ça dépend où dans San Francisco. T'as Carl the Fog, là, il a carrément un prénom qui couvre une partie, là, ça caille, et les autres parties, ça va. Mais bref, en tout cas, il y a plein de SDF dans les centres-villes. C'est assez choquant. C'est vraiment en downtown SF ou downtown Los Angeles, t'as des gens, et c'est pas des SDF comme chez nous, c'est vraiment des SDF qui ont pas de protection de santé, donc ils sont une jambe en moins, ils ont plus de dents, ils sont en fauteuil roulant, ils se piquent dans la rue, et il y a vraiment je trouve une violence sociale vraiment choquante et dure à vivre, et qui est quand même gênante, parce que tu es en bas de l'immeuble de Twitter, l'immeuble de tous les excès, notamment avec Elon Musk, où les gens gagnent des millions, et en bas, tu as des gens qui crèvent au fentanyl, et ça, c'est quand même super gênant. Moi, ça m'a pas mal mis mal à l'aise, et ça m'a pas mal dessaucé. C'est vraiment marche ou crève là-bas, quoi. Donc voilà, ça casse quand même pas mal le rêve américain qu'on peut avoir, honnêtement, surtout quand on est français et on se rend pas compte, mais on est quand même assez attaché à ces valeurs sociales, heureusement, parce que nous, on est dans une société plus juste et on y tient finalement. Est-ce que quelque part, voilà. c'est pas, est-ce que quelque part, j'ai entendu ça par ailleurs, mais est-ce que quelque part les SDF, que ce soit en France, mais ça peut être aussi dans la Silicon Valley, c'est pas aussi une sorte de attention, faut que tu travailles bien parce que sinon tu vas arriver là. Tu vois, une sorte de... Sans aller dans la manipulation, on va pas aller là, hein, bien sûr, mais... Oui, je sais pas s'ils sont figurants. Alors non, malheureusement, ils le sont pas, malheureusement. Mais par contre, de dire, en fait... parce qu'en fait, on pourrait régler le problème des SDF, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. La réalité, c'est qu'il y a suffisamment de richesse pour régler la situation. On pourrait être beaucoup plus dans le social et régler le problème. On le fait pas, et quelque part, je me dis, est-ce que c'est pas aussi une sorte de manière de montrer aux gens, faut que tu continues à courir continue à courir dans la petite roue, parce qu'en fait, sinon, voilà ce qui pourrait t'arriver. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, alors, ouais, j'avoue, franchement, là, tu me poses une colle, j'ai aucune idée des intentions de pourquoi ces gens-là sont maintenus dans cette situation, parce que notamment, il y a eu cette histoire des SDF qui venaient un peu de partout des États-Unis, mais il y a eu aussi une histoire, je crois aussi sous Reagan, hein, après je suis pas historien et plus très calé, mais où ils ont fermé beaucoup les asiles sur place. Pourquoi ils l'ont fait ? Alors qu'effectivement, il y a largement assez d'argent. Je veux dire, ça coule à flot dans la Silicon Valley. Pourquoi ils l'ont fait ? Peut-être sciemment pour... j'avais pas pensé à cette théorie que tu exposes. Totalement complotiste. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il y a des réunions, ils se disent faut qu'on en mette plus en bas de Twitter, comme ça, et on va faire du meilleur chiffre. Ce serait assez glauque. Mais oui, il y a des gens tordus qui seraient capables de penser ça, malheureusement. Tu disais, quand tu étais là-bas, tu as eu une sorte de déclic. Alors, j'ai bien compris que c'était une période, t'as pas vu du plastique dans la mer et tu t'es dit merde, qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui s'est déroulé pour toi pour passer de cette définition du succès à une nouvelle définition du succès qu'on va courir ensuite ? Ouais, alors évidemment, c'est plein de choses, mais je pense que justement, pour le coup, là, ça vient Alors, il y a plusieurs aspects. Ça vient d'une part de mon histoire familiale. Donc, moi, j'ai vraiment ce virus et cette passion du voyage et de l'aventure. Et en fait... Donc, je voyageais un peu partout, mais de manière je consommais vachement la nature à ce moment-là. Et j'ai commencé un peu à voir j'ai commencé à me renseigner sur la pollution plastique. Je sais plus trop pourquoi j'en suis arrivé là, par quel aspect. Enfin, j'en ai vu un peu dans la baie de San Francisco. Je me souviens très bien d'en avoir vu sur la plage de Crissy Field, à côté du Golden Gate Bridge, quand je faisais du kitesurf, et me dire qu'est-ce que ça fout là, alors que San Francisco a le système de gestion des déchets le plus performant. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le marketent, le plus performant au monde. Et pourtant, il y a des déchets, donc je comprenais pas trop d'où ils venaient. Donc ça a fait partie des déclics déchets, parce que ça a été ma porte d'entrée, hein, vraiment, la pollution plastique. Mais il y a sûrement d'autres sujets. J'ai aussi vu, alors c'est très cliché, mais je me souviens très bien qu'à la fin de mon séjour à San Francisco, j'ai vu le film Demain de Cyril Dion, qui voilà, donc ça m'a quand même pas mal interpellé de voir le problème, mais aussi potentiellement les solutions. Donc il y a eu tout ça.
Et je pense qu'il y avait aussi au fond quelque chose qui a rien à voir à l'écologie, c'est que j'étais pas très heureux dans mon travail et dans mes différents métiers depuis depuis mes études en 2012. En fait, choisissais beaucoup mes métiers pour les destinations plus que pour le cœur de métier. J'étais très obsédé par parcourir le monde plutôt que faire un métier qui me plaît. Et je pense que là, j'arrivais un peu au moment où j'avais réalisé ce rêve de la destination absolue, San Francisco. Et je commençais à me dire, au bout de 2 ans, en fait, oui, je vis un rêve ici, mais le métier que je fais me fascine pas du tout. Donc j'étais un peu en dissonance et en perte de sens sur le métier. Est-ce qu'il serait pas temps, c'est une question que je me posais là-bas, est-ce qu'il serait pas temps cette fois de faire l'inverse, de prioriser le métier avant la destination? Donc il y a eu ça, il y a eu cette histoire de pollution plastique, il y a eu le film Demain, et tout ça mis bout à bout m'a fait quand même pas mal cogiter. Et je me souviens que je commençais à être assez mal à l'aise de me dire que j'aidais des boîtes, notamment comme Coca-Cola, à être plus performantes, alors que il y avait cette pollution plastique qui détruisait ce qui me rend le plus heureux dans la vie, parce que moi je suis un amoureux de la mer. On a grandi au bord de la mer en Bretagne avec ma famille. C'est justement, on faisait plein de voyages, en voilier ou des choses comme ça. Et je me disais, mais en fait, j'aide Coca-Cola à vendre plus de bouteilles, et en même temps, il y a ce fléau qui détruit ce qui me rend le plus heureux dans la vie, l'océan, quoi. Donc ça a créé une dissonance et un peu une sorte de dépression, en vrai. Donc tout ça mis bout à bout, le manque de sens dans le travail, un peu le mal-être, mais qui avait rien à voir à l'écologie, cette histoire de pollution plastique et cette dissonance, ça a créé un déclic. Et quand je suis rentré en France, j'ai voulu m'orienter sur lutter contre ce fléau et favoriser le sens et le plaisir du métier plutôt que la destination. Mais alors, ce que tu décris, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui le vivent aussi, c'est-à-dire qui sentent une déconnexion, qui sont en dissonance à l'intérieur d'eux pour des raisons, tu vois, évidentes que tu viens d'exposer. Mais qu'est-ce qui t'a donné la force, toi, de passer à l'acte? Parce qu'en fait, moi, la majorité des personnes avec qui je discute, ils me disent, bah ouais, non, moi aussi, mais bon, j'ai un crédit, faut que je paye mon appart, j'ai envie de partir en vacances, faut que je me paye à manger, tu vois. Pour certaines personnes, ça peut être aussi bêtement ça. Faut que enfin voilà, et du coup, je continue à courir dans la roue. Est-ce que tu dirais, je te fais un QCM, non pas un QCM, mais j'aimerais bien comprendre, est-ce que les valeurs religieuses ont eu un rôle important pour toi? Est-ce que tu avais un confort ou en tout cas une forme de filet de sécurité familiale qui t'a permis aussi de prendre cette décision? Qu'est-ce qui fait, ou alors c'est juste vraiment de la conviction, une sorte de force intérieure, histoire d'en avoir 3, enfin vraiment un QCM, une sorte de force intérieure qui t'a donné tu vois, l'énergie, où tu t'es dit, moi je suis jeune, finalement j'ai pas grand chose à perdre, au pire du pire, je retourne là où j'étais, quoi, d'une certaine manière. Ouais, je peux pas vraiment te dire c'est un des 3, c'est un peu de tout ça. Ouais. Il y a un truc qui est sûr, c'est que j'aime bien prendre des risques. Je pense qu'il y a une histoire d'état d'esprit. Moi, j'ai toujours été aussi attiré par les startups, etc. à ce moment-là, et pas par les grands groupes et un travail en CDI dans une entreprise un peu cadré, sécurisant. Moi, j'ai toujours aimé un peu l'aventure. En fait, c'est encore ça. Je reviens toujours à cette passion de l'aventure sous toutes ses formes, parce qu'il y a de la prise de risque, d'aller vers l'inconnu. Mais bien sûr, j'avais ça, donc ce goût de l'aventure qui m'a poussé à lancer le projet que j'ai lancé après San Francisco. Il y avait ce goût de l'aventure, mais je me disais quand même, je sais que j'ai un filet, tu vois, je me disais pas, j'ai plein d'argent sur mon compte ou quoi, mais je me disais, je sais que j'ai fait une école d'ingé, une école de commerce, j'ai grandi dans une famille privilégiée, à tout moment. A priori, je peux retrouver un métier classique. Donc j'avais quand même cette sécurité, non pas réelle sur mon compte en banque, mais cette sécurité psychologique du milieu d'où je viens. Tu vois, quand je dirais jamais que je me suis fait moi-même et que j'ai pris plein de risques, parce que c'est trop simple à dire quand on a grandi comme j'ai grandi. Enfin, en fait, je m'en rends pas compte, mais je suis ultra privilégié, tu vois. Donc j'ai ce filet de sécurité auquel je pensais et auquel je pense encore aujourd'hui, parce que je suis toujours dans un métier très incertain où j'ai pas trop de visibilité sur mes revenus, mais je sais que j'ai ça. Donc ça m'a bien aidé, évidemment. Et après, voilà, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours marché à l'émotion.
Et je réalisais que j'étais pas heureux dans les entreprises à cause du management. Je trouve ça très toxique, ces hiérarchies, et ça me met pas bien. Je me disais, mais pourquoi je rendais compte à quelqu'un, qu'est-ce que cette personne a de plus que moi? J'avais ce truc un peu rebelle, tu vois. Genre, il faut que je me réalise moi-même, c'est ma voix. Et en fait, ce qui m'a aussi lancé, c'est que je me suis dit, si je veux me lancer pour défendre une cause qui a l'air de me toucher, à savoir la protection de l'environnement, il faut que je le fasse en kiffant. Il faut qu'il y ait un autre aspect dans ce projet qui me fasse tenir dans le temps, parce que juste lutter contre la pollution plastique, bah, ça va être épuisant, c'est dur de dénoncer un problème, on nous challenge, on nous remet face à nos paradoxes, et c'est dur. Donc je me suis dit, il faut qu'il y ait une forme qui m'excite, et c'est pour ça que j'ai rejoint puis cofondé ce projet Plastic Odyssée dans un premier temps. Et qu'est-ce qui m'excitait énormément là-dedans, au-delà de la pollution plastique, c'est qu'il y avait un tour du monde sur un navire, donc il y avait encore une fois une histoire de voyage et d'expédition. Et ça me ramenait à mon rêve de gamin d'être aventurier, parce que j'ai toujours eu ça au fond de moi et je l'ai jamais vraiment assumé. Et là, je me suis dit, bah, peut-être les étoiles sont alignées, vas-y, j'y vais, je vais tenter d'être une sorte d'aventurier de l'écologie. Je sais pas si ça va marcher, mais c'est le bon moment. J'ai quand même ce filet psychologique. Je suis encore jeune. Allez, j'ai pas d'enfant, pas de crédit, je le tente, quoi. Donc oui, c'est sûr que j'ai osé, parce que j'avais une situation favorable. Est-ce que s'il l'aurait fait avec 2 enfants, un crédit, je sais pas trop, toi. Non, c'est intéressant. Et les valeurs religieuses, t'en parles pas du tout, mais je sais que c'est ce que t'as dit au début, ça a quand même marqué ton enfance. Donc, est-ce que ça a joué aussi d'une certaine manière? Pas que moi je suis pas du tout croyant, mais... Ouais, bah moi, le problème, c'est que moi non plus. Oui, mais c'est ton éducation, par contre. Enfin, moi aussi. Oui, c'est mon éducation. J'allais à la messe tous les dimanches jusqu'à mes 15 ans, tu vois. Ah non, pas moi. Donc moi, c'était bien ancré. Mais j'ai toujours été un peu rebelle de ça, sans complètement remettre en cause... Enfin, je respecte les gens qui ont la foi. Je trouve qu'il y a des belles valeurs là-dedans, sur la famille, sur la fidélité, le respect de pas mal de choses. Mais je pense pas que ce soit ça qui m'ait trop drivé non plus. Moi, c'est beau. Dans mon éducation, j'ai plus retenu l'aventure, le voyage. Alors, avec une forme de sobriété, je pense qu'en fait, mine de rien, quand t'es chrétien et scout, etc., t'es dans une forme de voyage de sobriété sans vraiment le savoir. Tu vois, on te fait faire des cabanes dans les bois, des camps, on te fait voyager pas très loin de chez toi, en stop. Et en fait, tout ça, c'est de la sobriété sans le savoir, quoi. Bon, c'est peut-être de la radinité, j'en sais rien, mais en tout cas, parce que ça se marie bien dans ces milieux-là, tu vois. Mais en tout cas, c'est une forme de sobriété. Et ça, je l'ai conscientisé plus tard, parce qu'au début, je le savais pas. Donc ouais, il y a des valeurs d'éducation, c'est sûr, mais j'ai pas fait ça pour la religion, la foi, pas du tout, quoi. J'ai fait ça pour l'amour de l'aventure et un vrai lien viscéral à l'environnement. Moi, quand j'étais gamin, j'étais toujours le premier en randonnée en famille, j'étais toujours devant à me perdre parce que je poursuivais les chamois. D'ailleurs, c'est pas très bien de faire ça, mais c'est pas grave. Je poursuivais les chamois et les bouquetins. J'étais un amoureux, mais d'une profondeur, amoureux de la nature, de la faune. Je pouvais passer des heures à regarder des marmottes. Et en fait, un jour, ça a fait clic en mode, cet amour de la faune, c'est que tu aimes l'environnement et il serait peut-être temps de le protéger plutôt que de le déglinguer et le consommer, tu vois. Voilà. Pour toi, tu disais, ma définition du succès, ça a beaucoup été l'accumulation. Quand, en gros, je résume, mais la thune, la notoriété, ou en tout cas le respect par le titre. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. Je travaille dans la Silicon Valley, dans une start-up, machin. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi le succès? Ah là, tu peux commencer sur ces questions, on a avancé. Ça fait 25 minutes, on peut y aller. Bah, franchement, aujourd'hui, moi, je suis assez fan de la modération. Je dirais pas que le succès, c'est de se modérer, mais en fait, d'une certaine manière, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans le fait que j'ai toutes les armes, le bagage pour être successful
de la définition d'avant, c'est-à-dire en gagnant beaucoup d'argent, en achetant une grande maison, en faisant des voyages lointains, en mangeant toujours des plats plus chers, etc. Et de le refuser un peu, tu vois, ça c'est une sorte, en fait, de le refuser parce que par conscience et par sens, donc de m'en extirper, ça j'aime bien, je trouve que c'est beau et les gens qui le font, je trouve que c'est assez beau, donc forcément ça doit être ma vision, ma définition d'une forme de succès. Donc d'accepter de pas complètement tomber là-dedans parce que c'est tellement facile pour nous qui sommes au haut de la pyramide de Maslow, les petits blancs qui ont vécu dans les pays développés, etc. Donc de s'en extirper un peu, ça je trouve ça beau, mais pas non plus totalement parce que ça c'est pas pour moi le succès, c'est la marginalisation, on va dire. Et en fait surtout aujourd'hui je trouve que de réussir à vivre ses rêves. Moi, le succès, c'est de vivre ses rêves et de mettre du sens. Tu vois, j'ai une amie, elle a fait des études comme moi et un jour, elle s'est formée à être boulangère et elle est devenue amoureuse du pain. Vraiment, elle a une passion à son métier. Elle fait du pain au levain. Elle a ouvert sa petite boulangerie à Avignon. Et ça, je trouve que c'est trop le succès pour moi parce que elle est allée, ça fait partie de tous ces gens qui ont voulu pivoter, tu sais, passer d'un métier bullshit job à l'artisanat. Et elle fait partie des gens qui ont réussi. Et elle gagne pas forcément bien sa vie, mais ça fait maintenant quand même 5 ans, plusieurs années qu'elle fait ça. Ça tourne. Et ouais, ça tourne. Et il y a en fait, pour moi, le succès, c'est d'avoir réussi à être bien dans sa vie et que ton bien, ce soit quelque chose de raisonnable et de respectueux de l'environnement. Et elle en fait partie. Elle est épanouie. Tu lui vois parler de sa boulangerie, de son pain, mais t'as envie de pleurer tellement c'est juste touchant. Et elle en gagne sa vie et ça a du sens. Je veux dire, t'amènes du bon pain bien sourcé aux gens. Bah pour moi, ça c'est une belle contribution. Ça c'est le succès, tu vois. Ça, je trouve que c'est trop beau. Et voilà, donc je sais pas forcément si c'est faut forcément que ce soit de l'artisanat ou quoi, mais faut que tu sois aligné, que tu aies un bon équilibre temps-argent sans que ce soit qu'il n'y ait pas d'excès et que tu déglingues pas l'environnement. Voilà, c'est ça la définition du succès pour moi. Mais est-ce que tu parles beaucoup de modération? Je vais te faire un petit retournement sémantique, mais est-ce que c'est pas de l'abondance? Parce qu'en fait, c'est quoi la sobriété et c'est quoi l'abondance? Parce que, en fait, d'une certaine manière, moi, je me dis, est-ce qu'on n'est pas pauvre aujourd'hui? Pauvre de silence, pauvre de temps, pauvre d'humanité, pauvre tu vois, de temps pour sa famille, de liens profonds. Il y a beaucoup de solitude. Est-ce qu'on n'est pas pauvre de tout ça pour gagner, entre guillemets, gagner à la manière dont tu l'exposais juste avant? Est-ce qu'on n'a pas envie d'être riche, d'être dans l'abondance de temps, d'eau pure, d'air pur, j'en sais rien. Enfin, en fait, finalement, ce qu'on peut aller chercher, c'est de l'abondance. Un petit peu, je sais pas si tu as lu Ecotopia, mais un petit peu comme... Je suis en train. Voilà. Ecotopia, c'est vraiment précisément ça. Et quelque part, tu vois, j'ai fait une conférence la semaine dernière au Napoléon, et le thème, c'était gagner. Et moi, la première question qui m'est venue, c'est, mais qu'est-ce qu'on a gagné à perdre l'essentiel? Tu vois, et l'essentiel, c'est ce qui rend heureux. Quand tu demandes aux gens est-ce qu'ils ont envie d'être heureux, ils te disent bah oui, bien sûr. Bah, ce qui rend heureux, c'est d'être en bonne santé, donc de ne pas avoir trop de stress. Parce que le stress, c'est la première cause de mortalité, ou en tout cas, c'est la première raison pour laquelle on a des maladies. C'est d'avoir des liens profonds, c'est d'avoir de l'impact, c'est d'avoir de la joie, c'est d'avoir du sens. Bon, bah du coup, quand tu cours dans ta petite roue de hamster là, en fait tu rates tout ça, donc en fait tu as envie d'être heureux mais tu fais précisément tout ce qu'il faut pour ne pas y arriver d'une certaine manière, et par ailleurs effectivement tu abîmes ton environnement. Donc est-ce que y a ce retournement, tu l'as fait, enfin, est-ce que justement ce que toi tu as aujourd'hui, c'est pas de l'abondance et c'est pour ça que tu es bien dedans finalement? Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. Quand je dis modération, c'est peut-être pas le bon terme, c'est plus l'équilibre. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, moi je pense qu'il y a un peu 3 gros piliers, c'est le temps, l'argent et la santé. Enfin, après il y a aussi le bien-être, mais ça fait partie de la santé, on va dire. Ces 3 piliers-là, et ils sont complètement déséquilibrés aujourd'hui. L'argent prend le dessus sur tout, la sphère de la production, quoi, versus la reproduction.
Et effectivement, on est dans l'excès de temps, mais on est dans le manque, enfin l'excès d'argent, mais le manque de temps et de santé. Et moi, aujourd'hui, je suis dans un équilibre abondant, je pense, de temps, d'argent et de bien-être et de santé, de convivialité. Alors, c'est pas parfait, hein, j'ai des moments où ça foire, c'est pas du tout juste idyllique, mais c'est bien mieux équilibré qu'avant. Et c'est ça qui est important. Et je pense qu'effectivement, dans notre société, là où on est nous, les gens comme nous, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est le temps, parce que tout le reste, c'est un peu extensible le reste, mais le temps, bah non, c'est pas extensible. Enfin, tu peux faire ce que tu veux, et ça bougera pas, quoi. Les minutes, elles défilent, les heures, elles défilent, les jours, elles défilent, les années, et ouais, moi je suis dans une abondance j'ai beaucoup de temps pour moi, pour faire des aventures, pour faire du sport, pour voir mes amis, parce que j'ai moins de besoins financiers, j'ai baissé ça, donc j'ai plus d'abondance de temps, j'ai plus d'abondance de santé, parce que vu que je fais du sport, que je vois des amis, je me sens super bien. Donc en fait, ouais, je suis d'accord, c'est une forme d'abondance, et c'est un rééquilibre des indicateurs. C'est comme en économie, on parle que du PIB, alors on pourrait parler d'indices de bonheur, de plein d'autres choses, d'indices de bonne santé. Et ouais, c'est un rééquilibre des indices. Et c'est ça, le succès aujourd'hui, c'est de se retrouver dans son équilibre, parce que si on est multimillionnaire mais qu'on fait des burn-out, est-ce qu'on est successful ? Je pense pas. Je pense vraiment que non. Alors que si on gagne un peu moins mais qu'on est heureux, qu'on a des amis et du temps, en vrai, oui, c'est ça le succès. Donc, ouais, c'est ça pour moi. Ce vers quoi je tends, c'est pas toujours gagné, mais je suis convaincu que c'est là où on doit aller, et j'essaye d'embarquer les gens dans cette direction, quoi. Une question que je me pose, comment t'as fait ? Parce qu'en fait, enfin moi, c'est ce que je parle beaucoup de moi là, mais de ma conférence, de mon bouquin. Là, j'ai parlé de mon bouquin, mais en fait, le sous-titre du bouquin, c'est comment réagir, écologie et mode de vie, comment réagir sans rien sacrifier. En fait, pour moi, la réponse, elle est dans le fait de changer de système de valeurs. Et à partir du moment où tu changes de système de valeurs, que tu développes ton féminin, on va dire, ou en tout cas que tu comprends que voilà, la puissance, en tout cas archétypale masculine, c'est une puissance extérieure, donc avec de l'accumulation autour de toi, etc. Et la puissance archétypale féminine, c'est plutôt une puissance intérieure. À partir du moment où tu développes ton féminin, tu as moins besoin de tous ces trucs autour. Mais dans une société hyper capitaliste, où finalement tu as une offre dithyrambique de produits, où on t'invite de manière sociale, que ce soit à travers les films, les séries, tes amis, enfin bref, à consommer, reconsommer, et consommer. Comment t'as fait pour sortir de ce cercle-là ? Parce que c'est pas évident en fait aussi. Non, c'est clairement pas évident. T'es tout le temps stimulé et incité à consommer, même inconsciemment, quoi. Alors peut-être que je suis un peu radin, je sais pas. C'est la culture religieuse, tu vois. On en revient à la culture religieuse. J'ai des petites bases. j'ai des sur la croix. voilà, mine de rien, j'ai des petites bases de l'argent. On le dépense pas n'importe comment. Donc ça aide forcément. Si je devais faire mon analyse, ça aide un peu. Ouais, en fait, vraiment, je pense que c'est par l'expérience quand j'ai commencé à faire ce projet Plastic Odyssey, et puis après surtout quand j'ai commencé à faire mon projet Expédition Zéro et mes aventures. J'ai fait notamment le bilan après une première année d'aventure, où j'ai réalisé que les moments où j'étais le plus heureux, c'était quand je marchais dans la montagne, où je me sentais hyper bien. Typiquement, c'est même physique, c'est-à-dire que de temps en temps, moi j'ai de la derbite séborite, c'est une espèce comme un peu des petites un peu des plaques sur le crâne, ou ici un peu au niveau du torse, et ça c'est lié au stress, etc. Et dès que je suis dans ces moments un peu de dépouillement, où j'ai du temps pour marcher, je consomme pas grand chose, je suis dans des rythmes simples, et je perds. C'est assez physique, quoi. C'est un truc de ouf. J'ai plus de problèmes de peau, plus de problèmes. Je suis beaucoup mieux, je dors beaucoup mieux. Et à un moment, je me suis dit, attends, il y a quand même un lien de cause à effet assez fort. C'est-à-dire que les moments où je suis bien et mon corps me dit t'es bien, c'est des moments de simplicité. Donc, est-ce qu'il y aurait pas un lien fort quand même entre ces aspects-là ? Est-ce que c'est pas ça qu'il faut creuser ? Et une fois que tu as commencé à comprendre ça,
bah, tu as une meilleure capacité, je trouve, à résister à la tentation de la consommation. Parce que je me fais embarquer régulièrement dans des excès de tout d'un coup sortir beaucoup et consommer plein de choses, du cinéma, des boissons, ce que tu veux, ou je sais pas. Mais en fait, je vois très bien que c'est pas ça qui m'équilibre et qu'in fine, je me sens mal à la fin de la journée, je suis épuisé psychologiquement et physiquement. Donc ça me ramène toujours à ce petit électrochoc de rappelle-toi, le bien-être, il est pas là. Donc voilà, moi je trouve que ça, c'est par l'expérience, en fait, tout simplement, par le vécu, et après aussi par les convictions, parce que quand on se cultive et qu'on s'éduque sur ces sujets environnementaux, et ça c'est quand même très important, le savoir c'est quand même le pouvoir dans la vie, et quand on s'éduque sur ces sujets-là de manière le plus objective possible, on comprend très bien, on réalise très vite l'excès dans lequel on est de tout, et donc on a un peu ce filtre, on se crée soi-même un filtre d'alerte face à toutes ces stimuli de consommation, en mode rappelle-toi que la solution à cette crise environnementale et sociale, c'est de ralentir et de réduire, donc fais-le, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un mélange de conscience, d'éducation, mais aussi de ressenti et d'expérience, parce que vraiment mon corps réagit et est beaucoup plus épanoui et en meilleure forme dans toutes ces phases de sobriété et de simplicité. Donc ça, c'est quand même assez marquant. Ouais, t'es à l'écoute de ton corps. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, je pense, moi je pense que je suis assez au même endroit que toi d'une certaine mesure, c'est-à-dire que je fais hyper attention. Enfin, je compare beaucoup le bien vivre et le bien-être. Et moi, je fais attention au bien-être beaucoup plus qu'au bien vivre. C'est-à-dire que je pourrais sans doute gagner plus d'argent si voilà, je vivais autrement, etc. Mais en fait, c'est pas du tout. Enfin, tu vois, j'ai aucune volonté particulière d'accumuler plus. Tu vois, j'ai reçu sur mon podcast, mais qui n'est pas encore diffusé, donc je sais pas si ce sera diffusé avant ou après, j'en sais rien, mais la personne la plus riche que je connaisse, tu vois, qui accumule, je crois que sa fortune est estimée à 350 millions d'euros. Et il me dit, bon après il a les pieds sur terre, mais il me dit en fait moi je me sens riche parce que je peux aller au supermarché et m'acheter ce que je veux. Et je me dis bah moi aussi. En fait, franchement, j'avoue, à l'endroit où je suis moi, en tout cas, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais je peux m'acheter ce que je veux au supermarché aussi, tu vois. Et si c'est ça être riche, ben en vrai, je peux, c'est possible. Ouais. Et il n'y a pas besoin d'avoir 350 millions pour pouvoir avoir cette sensation. Mais vas-y. Mais ouais, non, mais oui, je suis d'accord. En fait, souvent les gens très riches, on se rend compte qu'ils apprécient des choses très simples. Mais après, il y a je sais pas, ce mécanisme, cette peur viscérale, qui fait ça nous pousse quand même à essayer d'accumuler. Mais tu vois, moi, je pense que c'est presque, c'est assez naturel, parce que finalement, dans ma période où je voulais accumuler, là, de fin d'études à la Silicon Valley, j'ai pas tant accumulé que ça. J'ai plus accumulé des expériences, des voyages que des cas euros. Et je pense que c'est quand même assez. Alors je sais pas d'où ça vient, mais moi c'est pour ça que ça marche chez moi aussi plus facilement peut-être. C'est que c'est assez enraciné. Alors encore une fois sur peut-être l'histoire de la religion, mais je vois bien là depuis 4 ans que je fais ce projet Expédition Zéro. Même au moment où ça a bien marché, où je me suis dit voilà, il y a un boulevard pour vendre plein de conférences et faire plein d'argent, je l'ai pas fait parce que et là aujourd'hui je le fais toujours pas. Parce que je crois que j'ai trop besoin de ce temps en fait, et le temps, mon besoin de temps et d'aller me détendre et des petits moments simples qui sont de la sphère de la reproduction et non pas de la production, en fait c'est beaucoup plus utile pour moi que gagner bien. Alors je gagne suffisamment pour combler ma pyramide de Maslow et avoir une vie sociale tout à fait joyeuse, convenable, mais je sens que je suis pas capable, en fait, ça fait même pas partie de mon ADN et de ma personnalité. Même si on me disait voilà, là je te donne une idée de start-up de ouf, si tu la mets en place et que tu bosses comme un malade, tu vas devenir milliardaire, je le ferai même pas, je pense, sincèrement, parce que ce n'est pas qui je suis, j'arrive pas à être cette personne, et je suis tellement plus heureux de me dire que je peux pouvoir aller faire un coup de trail et de voile, je sais pas quoi. En fait, c'est vraiment presque ancré, quoi. C'est une somme d'histoires, de valeurs, je sais pas trop de quoi, mais. Non, mais puis surtout voilà. Peut-être aussi que dans ton expérience personnelle, en particulier à San Francisco, tu as croisé des gens qui avaient accumulé, tu vas gagner des millions, pour te rendre compte que leur réalité, elle n'était pas si joyeuse, quoi. Donc, tu vois, ça t'a peut-être un peu guéri, entre guillemets, de ce rêve-là.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai des amis là justement. J'ai un ami qui est devenu multimillionnaire il y a pas très longtemps. Bon, après, c'est comme tout le monde. Le problème, c'est que quand il monte sur Instagram sa vie, c'est quand même vraiment dingo tout ce qu'il fait. Entre son ski au Japon et ses teufs au Brésil et je sais pas quoi, tu te dis. Ouais. Mais en fait, quand tu leur parles. Bon bah ils ont plein de problématiques, tout n'est pas simple dans leur vie de couple. Enfin il y a plein d'autres choses aussi qui font que en fait dans le quotidien, parce que c'est là où les réseaux sociaux nous montrent rarement le quotidien, mais le quotidien, il est, je sais pas si on gagne énormément en bonheur avec plus de K euros. Enfin, il y avait des études qui avaient prouvé qu'il y a il y a un certain seuil là-dessus. Voilà, 70 000. Et ouais, et puis moi, j'ai dans mes super copains d'enfance, j'ai un copain qui est devenu trader, qui a gagné beaucoup d'argent, et il a fait un énorme burn-out. C'est mon pote. Non, je déconne. un petit coucou à Thomas, en passant. Ouais. C'est ça. Non, mais en fait, ça touche tout le monde. Et moi aussi, j'ai remarqué que, je sais pas, genre les cancers et les trucs comme ça touchait tout le monde. C'est horrible les cancers, mais ça a un truc intéressant, c'est que ça fait pas de sélection. C'est quand même lié au stress, hein, tu vois, donc d'une certaine manière. Donc en fait. Ouais, le stress touche tout le monde, quoi. Genre. Surtout ceux qui courent. Tu vois. Surtout, ouais, surtout, oui, c'est clair. Toi, tu cours moins, donc par définition, dans la roue, j'entends, pas dans la. Ouais, oui. Mais non, mais moi j'ai plein d'histoires d'amis qui sont issus de familles riches ou qui sont riches et qui ont plein de problèmes et qui ont plein de malheurs. Donc pour moi la clé elle est pas exactement là, elle est de se sentir aligné. Mais le temps, moi je trouve que le temps ça devrait être le grand sujet de nos vies parce qu'on nous presse comme des citrons. Et en vrai, c'est pour ça qu'on est aussi dans des modes ultra consuméristes, hein, parce qu'on surconsomme les biens et les voyages, parce qu'on n'a plus de temps. Donc on fait presque plus des voyages, non pas pour profiter, mais pour échapper. En fait, on échappe à quelque chose qui nous détruit, un quotidien qui nous va de moins en moins. Donc on s'échappe de plus en plus. Et donc voilà, la valeur temps. Il faut absolument replacer dans cette société la valeur temps, redéfinir la part de temps libre et de temps travaillé dans la mesure d'une viabilité économique de notre système, évidemment. Mais là, aujourd'hui, on est dans un excès absolu. Il y a un problème. Tu dirais que tu es un militant ou plutôt quelqu'un d'engagé ? Alors, je suis pas militant dans le sens, je sais pas si entre un militant engagé, toi tu fais quelle différence, mais moi je suis pas un activiste. J'ai eu beaucoup de colère et j'ai eu envie de beaucoup dénoncer. Je pense que c'est des phases un peu obligatoires quand on se saisit d'un sujet, que ce soit l'environnement, le féminisme, n'importe quelle cause louable, ceci étant dit. Mais j'ai eu beaucoup cette colère et envie de dénoncer, mais je crois que profondément c'est pas ce que je suis en fait. Moi je souffre trop parce que finalement ce qui me touche et ce qui m'affecte le plus dans la vie c'est mes liens sociaux, mais ça il y a beaucoup d'études qui montrent ça, et surtout les liens sociaux avec les gens proches, les gens que je connais et que j'aime. Et en fait, se retrouver dans cette position, c'est volontairement s'opposer, se confronter à d'autres manières de voir, et c'est hyper important, mais c'est douloureux, je trouve, c'est fatigant, et ça me rendait trop fragile. Et je me suis rendu compte, moi, j'étais profondément amoureux de la nature et amoureux de la vie, tu vois, et que je pense que j'avais plus à gagner, que ça me ressemblait plus de contribuer plus à la solution qu'au problème, en racontant une nouvelle histoire, en montrant que c'est kiffant tout ça, montrer que on peut, notamment mon axe c'est le voyage parce que c'est mon driver dans la vie, donc montrer qu'on peut voyager en toute sobriété, de façon moins polluante mais tout aussi kiffante et émouvante. Donc je me sens beaucoup plus engagé que militant, mais engagé à façonner la solution de demain et les nouveaux imaginaires plutôt qu'à dénoncer les problèmes d'aujourd'hui. Il y a des gens qui le font très bien, on est entouré de ces gens-là, comme Bon Pote, et je les remercie du fond du cœur, Camille Etienne, Bon Pote, ces gens-là, ils sont géniaux, mais je suis pas ça, moi. C'est pas ton énergie. Non, c'est pas Est-ce mon que tu énergie. peux nous... Parce que en fait, ça fait 3/4 d'heure qu'on parle et on n'a toujours pas parlé de ton projet, donc peut-être que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait alors du coup ce Ben Parce que tu as mentionné tes projets, mais on n'en a pas parlé, voilà, parce que tout arrive à un moment, mais c'est le moment. Qu'est-ce que tu essayes, plutôt que de m'expliquer ce que c'est que le projet, c'est plutôt... c'est quoi l'essence du projet ? C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que tu essayes de faire
à travers tes expéditions. C'est quoi le but ultime pour toi, en dehors de kiffer sur le chemin, hein? Alors, je pourrais dire c'est de ringardiser l'American Dream au profit du Sustainable Dream. Voilà. Okay. Mais non, pour le dire autrement, c'est que j'ai vraiment envie de raconter une nouvelle histoire. Je pense qu'on a besoin de dénoncer, on a besoin de confronter, de bifurquer, mais il y a aussi, on a besoin de façonner une nouvelle histoire, et que ce soit pour l'écologie ou d'autres causes. Et moi, j'adore l'idée de me dire que je contribue même modestement à raconter cette nouvelle histoire, à l'écrire et à la vivre, que ce soit concret, parce que j'aime bien le concret. Et ma manière de le faire, c'est par ma passion, donc le voyage. Donc voilà, moi, mon but, c'est de proposer une nouvelle façon de voyager, où on respecte un autre code civil du voyage avec des nouvelles règles, notamment sur l'empreinte carbone, les déchets, l'achat de matériel, et que surtout j'insiste pas sur l'utilité écologique de cette façon de voyager, mais l'utilité sociale et du bien-être, et du kiff, du kiff en fait, parce que faire des voyages près de chez soi sans polluer, ça peut être incroyablement kiffant, et c'est ça que je veux raconter. Je veux contribuer à cet imaginaire-là. Donc moi, c'est vraiment raconter des histoires, façonner un nouvel imaginaire. C'est ça que j'essaye de faire à travers ce projet. Et ça prend la forme d'aventures que j'appelle les expéditions zéro, pour lesquelles j'essaye de respecter autant que possible des petits principes écologiques. Voilà, sur produire zéro déchet, acheter zéro matériel neuf et avoir zéro empreinte carbone. Donc finalement, je me suis imposé un nouveau cadre, un nouveau dogme, un nouveau code civil, des nouvelles règles. Et le but, c'est de jouer dans ce cadre, et comme on jouait dans un autre cadre avant, mais un cadre plus respectueux de l'environnement, et de montrer que c'est hyper kiffant. Et l'idée, c'est pas d'être un super zéro, hein, évidemment. Quand j'évoque ces 3 zéros, je suis pas un super zéro, mais j'essaye et j'utilise. Et ce qui m'excite, c'est d'utiliser ces émotions que j'adore, que je trouve dans le sport. Donc moi, je pratique plein de sports différents, donc je touche des communautés différentes, en vélo, en trail, en rando, en paddle, d'aller jouer sur ces émotions, parce que je pense que le sport, c'est ce qui fédère le plus dans notre société aujourd'hui, dans le monde, avec tous ces événements comme les JO, les Coupes du Monde, on voit, et les gens les plus suivis sur les réseaux, c'est les sportifs et les sportifs. Donc c'est ce qui vient nous connecter le plus dans le monde. Donc utiliser ces émotions et l'émerveillement que me procurent ces aventures sportives en pleine nature, quand je suis dans la montagne, sur une rivière, dans la forêt, moi je m'émerveille de ça. Donc d'utiliser tout ça pour aller capter l'attention des gens, peu importe leurs convictions, on s'en fout, mais d'aller capter leur attention, et à travers mes héros, à travers mon histoire et mon parcours, les sensibiliser à la protection de l'environnement. Donc c'est ça que j'essaye de faire. Comment admettons, je viens de voir et je te dis, bon, écoute, je sais pas quoi faire cet été, j'aime bien l'idée, tu vois, de me dire, je vais peut-être moins me polluer, mais franchement, je me vois pas du tout partir en vélo, en vacances. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire, tu vois, comment tu arrives à me convaincre de pas partir à Bali et de plutôt faire des vacances plus écologiques, hein? Faut suivre mes aventures sur les réseaux sociaux. Non mais raconte-moi. Dans la vie, tu vois, tu vas pas dire ça dans la vraie vie, tu vas jamais dire ça, tu vas dire quelque chose d'autre. Oui, non mais alors déjà, je peux jouer sur je joue sur la charge mentale, planifier et logistiquement un voyage à Bali versus en Provence, c'est quand même plus simple, tu vois. Il n'y a pas de décalage horaire, ça coûte moins cher, donc le petit côté radin qui revient, tu vois. Donc je vais jouer sur ces arguments-là, mais surtout, en fait, notamment quand je propose des week-ends, je sais pas, de randonnée, etc. Je m'attelle pas mal. Là, je propose un week-end de ski de rando entre copains. Je propose, c'est en partie moi. Et je m'attelle pas mal à dire, là, ce soir-là, on va être dans un refuge non gardé, on va se faire un grand gueuleton, on va ramener du fromage, et on va se faire une raclette, et là, on va passer par là, et je sais qu'il y a plein de chamois, etc. Et en fait,
en allant dans les détails, les gens se disent ouais, mais ça a l'air trop bien. Il y a l'air d'avoir. En fait, je pense qu'il faut juste montrer que dans le voyage pas loin, il y a de l'abondance. C'est pas la distance, c'est pas la distance et l'exotisme qui fait le sel du voyage. En vérité, ce qui fait le sel du voyage, c'est encore une fois, c'est ces moments d'abondance, de convivialité, d'émerveillement, de dépaysement et de déconnexion. Et je montre que tout ça, on peut l'avoir dans le Kera à 3 heures de train de la maison, en détaillant notamment, en détaillant un peu l'idée que j'ai en tête ou pour la personne, ce qu'elle pourrait faire sur place. J'aime bien partager les émotions. Quand quelqu'un me dit j'hésite à faire du bivouac, je vais lui raconter un peu les kiffs que j'ai vécu à mes bivouacs en mode c'était incroyable, là, je me suis retrouvé à marcher sous la pleine lune à passer Skoll, puis là j'ai mis ma tente là et le matin il y avait des chamois et machin, et quand tu rentres dans les détails ça met des émotions chez les gens et la conclusion c'est waouh, je sens que je peux vivre des émotions fortes avec ton truc pas loin, pourquoi pas, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment de jouer sur l'émotion, le storytelling, et puis après des arguments plus factuels sur la distance, l'argent, le décalage horaire, ce genre de choses, la logistique, parce que quand t'as une famille, tu vois, se déplacer dans une belle maison en Provence, c'est quand même plus simple que d'aller à l'autre bout du monde. Donc voilà, tu joues un peu là-dessus. Il n'y a pas de recette miracle, hein. Je suis pas en train de te craquer les games sur te convaincre, et j'arrive pas à convaincre tout le monde, mais je pense que rien que comment je raconte les choses tellement ça m'anime, ça donne envie aux gens, quoi, parce qu'ils se disent putain, il a l'air d'avoir trop kiffé, le gars il revient de là, il pète le feu, il m'a presque fait pleurer tu vois, de bonheur, allez, pourquoi pas, quoi. Et si tu parles avec quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais fait de bivouac, n'a jamais dormi dans une tente, parce qu'il y a aussi, il y a un côté facile de partir à Bali, dans un hôtel avec une piscine, la mer chaude, etc., etc. Tandis que le bivouac, il y a de l'émotion, tu vois, j'entends voir des animaux, surtout en particulier quand tu pars à plusieurs, tu peux aussi avoir des émotions très fortes, tu vois, dans la connexion, mais ça peut être aussi tout seul, et dans ce cas-là, tu as d'autres impacts émotionnels. Mais si, par exemple, moi, j'ai jamais fait de tente et que je sais pas du tout par quelle boule prendre, comment je fais? Ouais, alors c'est sûr que moi je m'adresse pas à tout le monde, hein, faut pas se mentir. Quand je pars faire des aventures de 29 jours sous tente, tout le monde se dit pas ouais, je peux faire la même chose. Ouais, 29 jours, c'est long. Ouais, après je fais aussi des trucs plus courts, de 2, 3, 4 jours. Là, les gens se projettent un peu plus. Après, je dis pas forcément à tout le monde de partir en aventure. Enfin, moi aussi, sous tente, je fais aussi, là, je vais faire pas mal de week-ends de ski de rando. Je dors dans des refuges ou dans des auberges. Ça, c'est accessible, tu vois. Genre, là, il n'y a pas de problématique de planter sa tente. Donc, moi, je dis pas forcément aux gens, il faut que vous alliez sous tente pour vivre les émotions de l'aventure. Vous pouvez vous prendre une auberge dans la montagne et faire deux excursions à la journée. Commencez par ça. Là, ce sera logistiquement un peu plus simple. Et puis après, s'ils veulent commencer à tester le bivouac, testez la tente dans un endroit pas loin de chez vous un soir et mettez votre tente près d'un refuge ou près d'un endroit habité. Comme ça, s'il y a un problème, c'est super simple. Tu vois, c'est beaucoup moins flippant d'aller mettre sa tente. Typiquement, l'été, tu peux facilement mettre tes tentes au bord des refuges. Il y a des espaces à disponibilité. Ça te fait une nuit sous tente, et si t'as un moindre problème ou stress, tu te lèves, tu fais 5 mètres, t'es dans le hall du refuge. Et il y a des toilettes. Et il y a des toilettes, et t'as tout le confort de la société moderne. Voilà. Donc tu peux commencer crescendo par une petite nuit, un week-end au bord d'un refuge comme ça. Donc ça, souvent, c'est ce que je conseille, parce que en fait, il y a un besoin de se rassurer à être près de la société. Et le fait d'être au bord du refuge, où t'as parlé au gardien, à la gardienne, où tu sais que t'as des toilettes, machin, ça te rassure de ouf. S'il y a de l'éclair, je sais pas quoi, tu vois. Donc ça, une première nuit comme ça, et puis le week-end d'après, t'en fais 2 nuits, et puis quelques temps plus tard, tu t'écartes un peu du refuge, et in fine, tu vas apprendre et tu vas commencer à maîtriser le truc. Mais si t'as pas envie de faire ça, il y a toutes ces alternatives de faire de la location de chalets, de refuges, d'auberges, dans des espaces un peu nature, où tu as quand même ces murs qui te protègent de la peur de la nature. Voilà, moi je veux pas de solution miracle. Je dis toujours aux gens de s'inspirer un peu moi, tu vois, j'ai pas de famille, mais il y a des comptes comme Two Bikes Free, ou des gens comme ça qui partent en famille et qui partagent comment ils gèrent ça avec les enfants, et ils donnent plein de super conseils. Je leur dis de les consulter, ce genre de compte. Voilà, j'ai pas de...
voilà. Ouais, non. Et toi, tu emmènes des gens avec toi ou comment ça marche tes expéditions? Non, alors on m'a souvent demandé ça, mais c'est un peu un autre métier quand même d'emmener des gens. C'est un métier d'agence et voire de guide ou d'accompagnateur ou de scout. Et ça nécessite des diplômes et des responsabilités. Si quelqu'un se blesse ou etc., il faut quand même être baqué, avoir des assurances. Donc j'ai déjà eu plusieurs fois des gens qui m'ont rejoint sur des tronçons de mes aventures, soit des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, soit des proches. Et donc ça, c'est super sympa. Mais non, j'organise pas des expéditions en groupe. C'est pas mon cœur de métier. Moi, je suis vraiment là. Je pense que j'ai un petit côté un peu autiste dans mes aventures. Tu vois, j'aime bien être dans ma bulle et je partage avec le téléphone. Enfin, je trouve que j'ai plus d'impact, peut-être pas, hein, mais en tout cas, j'adore vraiment partager avec mon téléphone, raconter mon truc comme une petite série. Les gens me disent vraiment, ton aventure, on la suit comme un épisode qu'on va regarder chaque jour et on attend l'épisode le lendemain. Et c'est notre série de l'été, tu vois, si c'est l'été. Et ça, j'adore. C'est ma manière de transmettre. Embarquer un groupe, je fais pas ça, mais je suis pas non plus fermé à le faire un jour. Voilà, ouais. Et tu penses que, enfin, est-ce que, pas tu penses, mais est-ce que tu as déjà eu des retours, enfin j'imagine que oui, de gens qui étaient pas du tout dans cette dynamique et grâce à tes vidéos, à ton compte Instagram, tu as réussi à les convaincre de changer de rapport aux vacances et ils sont allés dans cette dynamique? Ouais, j'ai des histoires de gens qui se sont mis au voyage à vélo après avoir vu et suivi mon voyage à vélo de Lille à Glasgow ou la traversée de la Bretagne à Normandie aussi pareil à vélo. Ils s'y sont mis alors qu'ils n'avaient jamais testé. Notamment la Bretagne-Normandie, moi non plus j'avais jamais testé, donc j'étais vraiment novice. J'étais trop mal équipé, j'étais avec un vieux hamac, je me caillais à mort la nuit. Donc on sentait vraiment, les gens se sont vraiment dit lui il a pas l'air d'être plus expérimenté que moi, tu vois. C'est comme moi. Ouais, il a l'air aussi nul que moi dans ces domaines, donc si lui s'est chauffé, pourquoi pas. Donc ouais, j'ai eu pas mal, notamment après ce premier voyage d'ailleurs, parce que effectivement je pense que j'avais l'air d'être vraiment comme tout le monde, de pas trop savoir faire. Aujourd'hui peut-être un peu moins parce que je commence à faire des trucs un peu plus techniques, plus poussés. Mais oui, j'ai plein d'histoires. Après, j'ai pas une histoire précise. C'est toujours sympa d'avoir un exemple un peu concret. De Martine. Ouais, j'ai pas Martine, j'ai Simon, un pote qui s'est mis à faire du voyage à vélo. Ils sont partis 3 jours, mais j'ai plus assez d'éléments en fait pour te raconter ça de manière assez précise. J'aimerais beaucoup te sortir une belle anecdote, ça va peut-être me revenir. Là, tout de suite, j'ai un trou de mémoire, quoi. Il y a pas de souci. Qu'est-ce que tu dis aussi aux personnes la majorité des gens qui m'écoutent, en tout cas, qui nous écoutent là, ce sont des gens qui vivent dans des grandes villes, en particulier à Paris. Est-ce que c'est accessible aussi quand tu vis à Paris de partir un week-end comme ça à l'aventure? J'avais reçu un des cofondateurs de Chiloé, tu sais, qui avait beaucoup parlé de ça d'ailleurs à l'époque. Eux, ils sont carrément spécialistes du sujet, Ferdinand et Thibaut. Ouais. Ouais. Alors moi j'habite à Marseille, hein, j'habite dans une grande ville, alors qu'il y a plus d'accessibilité, un accès plus simple à la nature que Paris. Quoique, après ça dépend quelle nature, parce que à Paris il y a plein de choses incroyables à faire autour. Moi j'ai été 2 fois là me faire une randonnée sur les bosses de Fontainebleau. Il y a la vallée de la Chevreuse, il y a toute la Normandie. Il y a vraiment plein de choses. Donc non, moi je dis allez prendre des guides comme Chiloé. Il y a un autre guide qui est sorti là, une fille qui a fait une randonnée tout autour de Paris, je sais plus comment elle s'appelle, et elle a fait plein d'itinéraires hyper intéressants, donc elle donne plein de conseils. Elle est sur les réseaux sociaux, faudrait que je la retrouve. Mais ouais, il faut aller chercher ces guides là, Chiloé, ce genre de choses, ça va vous donner plein d'idées géniales d'excursions à faire. Moi j'avais remonté le canal de l'Ourcq super loin là en vélo une fois. Il y a la Marne que tu peux faire en stand-up paddle. Enfin, il y a plein de
choses autour de Paris, donc des excursions de nature autour de Paris, il y en a plein qui sont accessibles en plus en Transilien, donc vraiment bon marché. Donc allez-y, essayez, même à la journée seulement, faut toujours commencer. Quand on a des objectifs trop grands, peu importe l'objectif dans la vie, c'est bien d'avoir un objectif toucher les étoiles, mais il faut découper en petits objectifs. Et moi j'ai remarqué, quand je veux créer une collab avec quelqu'un, si on commence à s'enflammer on va faire un truc de ouf, genre un voyage d'un mois, je sais pas où, on le fait jamais, alors que si on démarre avant ça par une étape intermédiaire, on se fait un jour je sais pas où, on apprend à se connaître, on concrétise plein de choses et ça crée une étape qui rend l'objectif un peu fou beaucoup plus accessible et réaliste. Donc n'hésitez pas à découper ça en objectifs. Mais ouais, il y a plein d'opportunités. On pourra partager ces sources, Chiloé, etc. Avec eux. Il faut pas se limiter. Et d'ailleurs, c'est quand même un truc qui convient bien aux citoyens et aux urbains comme nous, parce que nous, on cherche un peu à sortir de cet univers-là le week-end, et donc il faut y aller, quoi. Ouais, pour s'échapper. Ouais. Pour toi, est-ce que justement, je te parlais d'Ecotopia tout à l'heure, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent l'ont lu, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, parce que pour l'instant tu es en plein dedans, donc c'est intéressant d'avoir ton recul. Je suis au tout début. Ah, tout début. Bon, alors du coup tu ne veux pas m'en parler. Moi j'ai trouvé ça assez formidable, mais parce qu'il envoie justement un imaginaire positif, et je trouve qu'en écologie, moi j'observe que les épisodes sur l'écologie fonctionnent beaucoup moins en ce moment. Je pense que les gens, en fait, ils ont... Et tu vois bien, j'insiste pas trop sur les problèmes du plastique, etc. Parce qu'en fait, je pense que les gens sont à peu près au courant quand même que maintenant, quand tu bois de l'eau, tu te consommes, en particulier quand tu bois de l'eau en bouteille, tu consommes je sais plus combien de cartes de crédit. Enfin, c'est que t'as du plastique dans les fœtus. Enfin, bref, je pense qu'on est tous à peu près au courant qu'on a un énorme problème. Et du coup, j'essaye de pas trop focuser là-dessus. Je trouve que c'est plus intéressant de faire comme toi, et c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur l'abondance, sur toute la partie finalement positive, parce qu'elle est après c'est même pas c'est réel, c'est-à-dire qu'en fait d'une certaine manière il y a de l'abondance en fait, vraiment beaucoup, enfin tu vois, de temps, d'espace, de liens, de joie, de surprise, de sens, c'est de l'abondance, et c'est cette abondance qui nous rend heureux. Donc moi c'est ça que je trouve génial dans ton parcours, en fait, finalement, parcours de vie, mais aussi dans ce que tu partages. Ouais, mais moi, c'est ça. Aujourd'hui, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai beau être militant, non, justement, engagé, attention. J'ai beau être engagé, je vis les mêmes émotions que tout le monde, et moi-même, je suis un peu dans un ras-le-bol aujourd'hui de l'écologie. J'ai un peu je suis un peu dans une vague descendante. Je suis aussi assez stressé parce que je vois qu'il y a plein d'autres actualités extrêmement angoissantes. La montée du populisme, toutes ces guerres, des régimes totalitaires qui me font peur, etc. Donc il y a un peu d'autres priorités dans les médias, mais aussi du coup, in fine, dans nos têtes. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme tous les combats. Moi, j'aime bien cette histoire-là qu'ils partagent dans le magazine Climax, si vous l'avez pas lu, là, sur le régime de Pinochet, où ils ont réussi. Alors, c'est pas aussi noir et blanc que ça, mais globalement, il y a la campagne il y avait Pinochet qui avait proposé un référendum pour savoir s'il allait être maintenu au pouvoir suite à sa dictature, quoi. Et il y a le camp du non, il y avait le camp du oui qui défendait Pinochet, et il y a le camp du non qui essayait de faire virer Pinochet pour installer la démocratie. Et plutôt que de faire une campagne où ils ont dénoncé le problème en disant, bah voilà, le régime de Pinochet, il a fait il y a eu plein de meurtres, d'enlèvements, de tortures, parce que c'était un régime de dictature et de terreur. Bah, les publicitaires, ils ont dit, bah non, on va plutôt raconter la joie, l'abondance, l'espoir que suscite la démocratie, avec plein de codes couleurs hyper pétillants. Et le non l'a emporté largement, à, je sais plus, 56% des voix. Et ça me donne beaucoup d'espoir. Et moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, il est temps qu'on insiste très fortement sur montrer tout ce qu'on a à gagner à adopter cette sobriété, et de presque plus parler d'écologie. Moi, je veux plus en parler. J'ai envie de parler juste de bien-être, de temps libre, parce que ça nous concerne tous, notre santé, notre bien-être, et que en fait, en ralentissant, en voyageant différemment, en fait, on atteint cet idéal-là beaucoup plus qu'en continuant à se faire essorer dans un système qui nous amène dans le mur. Donc moi, j'ai envie d'arrêter de parler de problème et de parler de tout ce que ça me fait, tout ce que ça m'apporte, et que c'est de la solution, sans vraiment parler de la solution.
en fait. Je veux juste montrer que mes voyages, je les kiffe trop. Et il s'avère qu'ils sont à côté de chez moi et que c'est en marchant plutôt qu'en prenant l'avion. Mais en fait, surtout, ils me font kiffer, quoi. Et ça me fait trop, ça m'excite de ouf. Là, j'ai envie de faire des documentaires. Là, je suis sur des projets de docu, sur des projets de bouquins, de parler de tout ce kiff du ralentissement et de la simplicité, du minimalisme, parce qu'en fait, ça nous libère de la charge mentale, ça nous libère du stress. Et putain, mais c'est ce qu'on veut tous, quoi. Voilà, peu importe nos convictions, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on n'en avait pas parlé au préalable, mais on est dans la même dimension parce qu'en fait, finalement, je t'ai pas du tout parlé d'écologie, enfin très peu, enfin même pas du tout en fait en réalité. On n'a pas parlé du problème, on a parlé que de la joie et du kiff. Et moi, je trouve ça plus intéressant, plus embarquant en fait tout simplement. Et voilà, je pense qu'on a tous conscience des problèmes. Vaut mieux se focuser sur ce qu'on a à gagner en fait. Bah c'est ça, moi, si je montre à quelqu'un, regarde comment je vis, ça m'évite le burn-out, alors que le mode de vie d'avant, dans lequel t'es toujours, ça t'amène au burn-out. On s'en fout des convictions derrière écologiques, tout ce que la personne elle va se dire, moi je veux juste éviter le burn-out et apparemment ce mode de vie plus lent il me le permet, donc go. Et c'est ça alors c'est peut-être un peu égoïste comme motivation, mais en vérité c'est ça qui nous dans le quotidien, on s'en fout de savoir le kilogramme de CO2 de tonnes de déchets qu'on a évité ou pas. Ce qui nous intéresse quand même, c'est qu'on se sente bien, qu'on est en forme, qu'on a envie on puisse réaliser ses projets, qu'on est heureux, voilà. Et donc moi je veux juste montrer que que ça me fait quand même bien kiffer tout ça et que faut qu'on kiffe tous ensemble et que ça va lier l'utile et l'agréable, quoi. Parfait. Le podcast s'appelle Vlan, donc je dois savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ok. Je t'avais pas prévenu, j'avoue, pour les personnes qui nous écoutent, et je ne l'avais pas prévenu de cette question, qui est la dernière question du podcast en fait pour tout le monde. Ouais, alors moi waouh, tu m'as pas prévenu, ouais. Ouvrir et où claquer. Ça peut être une idée, ça peut être une personne, ça peut être un concept, ça peut être ce que tu veux, ça peut être des imaginaires, ça peut être. Ouais, alors moi je veux ouvrir. En fait, ce qui me fait vraiment kiffer dans ce choix de vie que j'ai fait, c'est qu'au-delà d'avoir du sens, de façon un peu égoïste, mais quand même vraiment importante, c'est que je suis en train de vivre mes rêves. C'est-à-dire que depuis que je suis gamin, sans vraiment avoir réalisé, j'avais 2 grands rêves. C'était d'être aventurier et de prendre la parole en public. Parce que je me souviens quand j'étais petit, en classe, on faisait des poésies quand on était gamin. Et moi, j'étais toujours le dernier de la classe à passer en poésie parce qu'on me faisait monter sur une chaise parce que je préparais comme un fou mes poésies. Et c'était un peu un spectacle. Tu vois, tout le monde attendait la poésie de Benjamin. J'avais toujours 20 sur 20. Bon, bref, ça fait un peu prétentieux, mais c'était mon truc. Et je m'étais toujours dit, ouais, j'adore ça me fait très peur la prise de parole en public, mais en même temps, j'adore. Et en fait, faire ce que je fais aujourd'hui, ça m'a permis, à travers donc mon métier d'aventurier, de mes voyages, donc vivre mon rêve d'aventurier, et mes conférences, qui est ma manière de restituer, une des manières que je préfère de restituer mon projet, de prendre la parole en public et donc d'avoir un peu une sorte de spectacle, de one-man show. Donc grâce à ça, je vis mes rêves de prise de parole et d'aventure. Et c'est quand même fou, c'est grâce à cet engagement que je fais ce qui me rend le plus heureux au monde. Et aujourd'hui, si je veux pousser encore plus loin la porte, c'est que je pense que j'ai un rêve encore plus non assumé, où j'ai encore un syndrome de l'imposteur que j'ai perdu sur l'aventure et la prise de parole grâce à cet engagement écologique. C'est la fiction. Je rêverais de rentrer dans le monde de la fiction. Donc demain, de pas seulement faire du docu, mais de la fiction, de l'utopie. Je sais pas si je serai réalisateur, producteur, acteur là-dedans, mais j'ai envie de plonger dans cet univers de la fiction qui me fascine, que je trouve incroyable pour faire véhiculer des idées, des imaginaires, comme le rêve américain a si bien su le faire pendant plus d'1 siècle, avec à coup de pubs, de films et de séries, de marketing, ils nous ont transformés. Et moi, j'ai envie d'ouvrir cette porte. J'oserais, j'espère bientôt ouvrir cette porte de la fiction, d'aller voir des boîtes de prod, leur dire voilà, j'ai un projet à vous proposer. Donc ça, c'est vraiment ce que je veux ouvrir, parce que ça me surexcite de ouf. Donc ça, c'est ce que je veux ouvrir. Et ce que je veux fermer, c'est
c'est cette quête de toujours plus d'argent qui me revient forcément de temps en temps un peu, qui me rattrapait parce que la société. Et j'ai envie d'être plus fort sur assumer une vraie sobriété économique, de me dire ok, c'est pas grave si demain j'ai pas l'appart aussi grand que les autres, c'est pas que j'ai raté ma vie, non, c'est que je me suis libéré de plein de choses et je suis dans le process, mais il est temps que je ferme vraiment cette porte pour ouvrir encore plus celle de la fiction. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Benjamin, c'était super, hyper inspirant. Trop bien. Bah écoute, merci Greg pour ton temps et pour tes questions surprises philosophiques qui m'ont fait galérer, mais ça va. Cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.